Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle trouille culte. Aujourd'hui, la rencontre de deux grands, l'un en littérature, Stephen King, l'autre au cinéma, Brian De Palma, et le film, c'est Carrie. Alors, Carrie, donc c'est bien entendu l'histoire de la jeune fille qui se découvre des pouvoirs télékinésiques et qui est la tête de turc de sa classe. L'idée vient de Stephen King, alors qu'il était alors jeune professeur il arrondissait ses fins de mois en faisant du nettoyage. Un jour qu'il nettoie les douches des filles, en fait, il s'aperçoit de choses un petit peu particulières qui lui donnent tout de suite des idées. Déjà à cette époque-là, il écrivait déjà pas mal de nouvelles pour les magazines. Et donc, voilà, il piochait ses idées à droite à gauche. Et un jour, lors de ce nettoyage, il remarqua que, par exemple, les douches des filles, il y avait un rideau de douche qu'il n'y avait pas dans les douches des garçons, et il y avait une fameuse boîte à distributeur de tampons. Et voilà, donc il a eu l'idée du coup de faire de faire ce démarrage avec donc du coup un dortoir des filles, enfin un dortoir, une douche des filles, où il n'y a pas de rideau. Et à un moment, une se met à avoir ses règles et c'est passé quoi. Et les autres lui balancent des tampons. Du coup, c'est voilà, c'est le tout démarrage de l'histoire, c'est l'idée qu'il a eue au tout départ. Donc il a écrit quelques pages et après, bon, donc ça c'est assez connu de la légende, hein, c'est qu'il jeta les 3 premières pages de son livre et sa femme les trouva à la poubelle, les lut et l'encouragea à aller plus loin dans l'aventure. Bon, il faut savoir que lui, il ne se sentait pas très proche de Carrie, il ne comprenait pas trop tout ça. Donc sa femme lui apportait énormément de détails sur la vie des filles en lycée pour pouvoir un peu plus se mettre dans l'ambiance et il créa le personnage de Carrie grâce à 2 anciennes collègues de classe qui étaient, l'une était, sa mère était ultra catholique et un jour qui l'aidait aux tâches pour se faire un petit peu d'argent. Il a été chez cette fille et il y avait une énorme croix, un énorme Christ crucifié au milieu du salon et donc il s'imaginait la vie que devait avoir cette fille devant la figure de cet homme crucifié, quoi, en fait, au milieu du salon, quelque chose qui peut être un peu traumatisant pour des gamins. Donc donc ça c'était c'était la première fille. La deuxième fille c'était une fille qui allait à l'école, elle s'habillait toujours pareil, toujours de la même manière, c'est-à-dire toujours la même blouse, la même coiffure, etc. Et donc elle était un peu victime, un peu des moqueries des autres. Et un jour, après les vacances de Noël, elle avait dû recevoir toute une nouvelle panoplie d'habits pour Noël. Elle arriva toute bien habillée, bien coiffée, etc. Elle essayait un peu de changer son image. Et ses collègues lui ont fait payer pour ça en fait. Et en gros, ça a redoublé, c'était encore un plus un enfer. Comme quoi, dans la tête de Stephen King, quelque part c'est une réalité, une fois qu'on nous met dans une case, pour en sortir, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, donc le livre sort, et donc il a un petit succès, et c'est lors de la sortie en livre de poche qu'il a vraiment un succès phénoménal, et c'est ce qui lancera la carrière de Stephen King. Une autre chose qui lança la carrière de Stephen King, c'est le film de Brian De Palma, sorti en 1976. Alors De Palma ne suit pas exactement la même structure au niveau de sa narration que Stephen King. Enfin, il ne la suit même pas du tout. Stephen King, lui, il avait trouvé une petite méthode, c'était de faire un passage dans le passé avec l'histoire de Carrie et des passages dans le futur qui seraient des coupures de journaux, des extraits de livres, des interrogatoires sur ce qui s'est passé lors du bal de fin d'année. En fait, en gros, la qualité que faisait le livre de Stephen King, c'était que tout le long de l'histoire, quand on ne connaissait pas vraiment ce qui se passe, enfin quand on ne connaissait pas la fin, on s'imaginait à chaque fois quelque chose de monstrueux en fait. C'était de pire en pire au fur et à mesure que le livre arrive. Dans le film de Brian De Palma, le film est beaucoup plus linéaire. On a la jeune fille Carrie qui est squelette et qui va peu à peu aller vers le carnage du bal de fin d'année. La seule chose qui nous permet de penser que le bal de fin d'année va être horrible, c'est l'affiche du film,
puisque dans l'affiche, avant même qu'on ait vu le film, on sait déjà qu'il va y avoir un bal de fin d'année avec la première photo de Carrie, de Sissy Spacek, et ensuite la seconde photo qui la montre ensemble. Donc là on s'imagine bien que quelque chose va se passer au bal de fin d'année. Et le sous-titre français, Carrie au bal du diable, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une chose intéressante avec Brian De Palma, c'est qu'il arrive à montrer des tonnes de choses en très peu de plans. On va le voir, Carrie est un véritable exemple pour ça. On peut le voir rien qu'avec la séquence d'ouverture, avec le fameux match de volley, où on voit toutes ces filles qui s'affairent à droite à gauche pour choper la balle. Alors, c'est amusant de voir que les filles sont en jaune et noir. Parce que, en fait, ça va être un des thèmes du film de Palma. Non pas le jaune et le noir, mais c'est le capitalisme. Alors, vous allez me dire quel est le lien entre les deux. En fait, les habits des jeunes filles qui seront montrés principalement au sport sont en fait les mêmes couleurs que les abeilles, qui sont un peu le symbole du capitalisme. Les ouvrières qui vont ramener le pollen pour faire le miel, etc. Donc c'est un petit peu, voilà, en gros, pour De Palma, le lycée, c'est créer des abeilles. Et le bal de fin d'année, ce sera comme habiller les abeilles pour entrer dans le vrai monde, c'est-à-dire en gros il disait aussi transformer une poupée de chiffon en Barbie. En fait, et donc elles seront livrées au bal de fin d'année avec leur Ken, la Barbie et le Ken qui seront livrés au bal de fin d'année. C'est un peu aussi une métaphore aussi de Hollywood avec tous les strass et paillettes. Au bal de fin d'année, on le voit bien, les strass et les paillettes et tout ça. Et au fond, ce qui se cache, c'est quelque chose de crade. Voilà. Donc, revenons-en à ce plan d'ouverture. Donc, on a en un plan ces filles qui jouent au volley. Et la caméra qui montre un plan un peu macro de plusieurs filles et qui va aller se concentrer sur l'une d'elles, qui sera notre héroïne, Carrie, Sissy Spacek, qui va être comme acculée par l'une des filles dans un coin du terrain de volley, qui va finir par recevoir le ballon, qui va même pas savoir quoi faire. En fait, en juste un plan, il a réussi à nous décrire parfaitement, à nous faire vraiment la silhouette de la camarade ou du camarade de classe que tout le monde a connu, la tête de Turc, qui est doué en rien, puis qui est toujours la risée de tout le monde en fait. Et là, Carrie qui se retrouve seule dans le truc, elle a rien, puis tout le monde va partir aux douches en la bousculant et finir par Chris qui va lui dire You ate shit, c'est-à-dire bon, tu manges la merde. Alors, un des seconds thèmes abordés par De Palma, c'est la famille. Alors, c'est un petit peu le côté qui est dit par beaucoup sur le net comme étant le côté un peu autobiographique. Parce qu'en fait, De Palma a eu énormément de soucis familiaux. Il a eu un frère où il était constamment en compétition avec lui. Et il a eu une mère qui s'est séparée de son père et qui en gros lui a un peu qui l'a un peu embobiné, un peu vampirisé. Il a été amené notamment à aller filmer son père ou prendre des photos de son père en plein adultère. Chose qu'une mère normale ne demanderait pas à son gamin forcément, hein. C'est un peu étrange de demander ça, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est quelque chose qui l'obsédera longtemps, hein, puisque c'est un petit peu un des thèmes majeurs de tous ces films, le voyeurisme. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir ça. Une autre façon de présenter, c'est, on peut voir dans le film comment est présentée la famille. C'est donc une maison. La maison familiale où tout est très renfermé. On a l'impression que tout est petit. On se demande comment quelqu'un peut vivre dans un endroit pareil parce que on a l'impression qu'il y a de la place pour rien. L'endroit est constamment barré de poteaux, il y a des symboles religieux partout. C'est quelque chose, c'est un univers très 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 chargé. Et on a dedans la mère qui prend énormément de place, Piper Laurie, qui a en plus une coiffure gigantesque, hein, qui est assez et puis qui a une espèce de grande cape, de grande capeline qui est autour d'elle, ce qui fait qu'elle prend énormément de place comparée à Carrie qui est toute frêle. Et du coup, c'est un environnement qui est pas accueillant. Et et les symboles religieux sont limite
c'est trop chargé en fait. C'est trop chargé. Au contraire de l'école, qui sera montrée tout au long du film comme un endroit très ouvert. D'ailleurs, les cours de sport sont la plupart du temps dehors. On voit, mis à part dans un seul des cas où ils sont en intérieur, tout est à chaque fois dehors, tout est portes ouvertes. Quand ils vont au bal de fin d'année, d'ailleurs, c'est dans le gymnase du lycée. Toutes les portes continuent à être ouvertes. Il faudra que ce soit Carrie qui les ferme plus tard. On verra ça plus tard dans l'analyse. Et donc du coup, c'est ce qui permet voilà, de donner quelque chose d'assez rude pour Carrie niveau familial et de contraster complètement avec l'autre univers du film, ce qui montre quand même la différence entre les deux. Alors ce contraste entre l'école et puis la maison, ça fait un peu penser aux trois, au ça, au moi et au surmoi de Freud. Hein, il y a le moi qui serait bien évidemment Carrie, le surmoi qui serait l'école, qui est un peu l'éducation, ce qu'on y apprend, qui est quelque chose, voilà, et la chose qui est un peu ce qu'il y a au fond de soi, c'est bien représenté parce que voilà, l'école c'est ouvert, c'est le surmoi c'est ouvert, et le ça c'est l'endroit qui est un peu clos, un peu voilà le truc, l'espèce de monstre qu'il y a en nous quoi, en fait. Ça peut être une autre analogie de l'Amérique qui serait voilà, qui est sous des dehors très ouverts, machin, et qui est assez très religieux. D'ailleurs, sur un billet de 1 $, on voit toujours In God We Trust. Mais bon, on va éviter de se lancer dans un débat anti-américain. C'est pas entièrement sa place ici. D'ailleurs, bon, c'est un peu le thème du film, mais c'est pas vraiment voilà, le thème de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, on va se reconcentrer un peu plus sur Carrie. Alors, Carrie, dans tout ça, qu'est-ce que c'est dans ce milieu du surmoi et du moi? C'est le moi, c'est donc Carrie, c'est tout le monde en fait. Oui, parce que j'ai dit au début que c'était un peu la tête de Turc qu'on connaissait, mais c'est aussi un peu nous, dans le sens où c'est le moment où on a passé notre puberté, où on s'est retrouvé de petit garçon à homme, ou petite fille à femme, où notre corps change, où notre façon de penser change, où nos hormones, on les canalise plus trop, ça part un petit peu dans tous les sens. D'ailleurs, il y a un passage dans le film où ils sont dans une classe et où le prof récite un poème de Tommy Ross, qui est la personne qui va emmener Carrie au bal, et Carrie, qui apparemment n'adresse jamais la parole en classe, n'ouvre jamais la bouche en classe, eh ben, elle va dire « It's beautiful ». Donc du coup, voilà, on a vraiment quelque chose où c'est du domaine voilà, où Carrie n'arrive pas à contrôler les choses. Et où nous, quand on passe à la puberté, où on a du mal à avoir voilà, nos sentiments, où on sait exactement où on en est, etc., on est un petit peu perdu nous aussi. Et l'élément fantastique du film apparaît au moment où donc, elle a sa puberté, où son corps change, et c'est la télékinésie. Alors bon, pour revenir un petit peu en arrière sur le livre, sur Stephen King qui eut l'idée de Carrie, la télékinésie, il en avait entendu parler un peu avant d'avoir l'idée du film, enfin du livre. Il avait lu un livre sur le fait que des personnes pouvaient être télékinésiques, pouvaient avoir des talents de télékinésie, et ça arrivait sur les femmes, notamment au moment des règles. Donc voilà, c'était le petit placement fantastique. Il a eu cette idée comme ça. Après, voilà, il avait lu ça et il s'en est rappelé au moment d'écrire Carrie. Donc voilà, il y a ce pouvoir Carrie, le pouvoir qu'elle ne contrôle pas. Elle voudrait bien, mais voilà, c'est encore très dur pour elle de contrôler. Et on va voir que ça va avoir des effets dévastateurs de ne pas pouvoir se contrôler, mais voilà. Donc ça. Alors on va passer un peu la suite du film pour un petit peu rappeler à ceux qui ne s'en rappellent plus. Chris va être interdite de bal parce qu'elle s'est engueulée avec la prof. Sue va être autorisée au bal, mais va refuser d'y aller et va demander à son copain Tommy Ross d'amener Carrie au bal pour pouvoir, pour qu'elle puisse avoir un dernier bon souvenir du lycée, quoi, en fait, que ce soit pas entièrement négatif. Voilà. Donc, avant d'aller au bal, bien entendu, il y a la préparation, et donc ça va être un moment dans le film, à partir du début où Carrie va être
va être isolée du groupe dans le match de volley, eh ben, elle sera totalement à chaque fois isolée des autres. C'est-à-dire que même dans le second plan, quand ils sont sous la douche, enfin, quand il y a les douches, on voit les autres filles qui sont dans le vestiaire, après la caméra s'approche, il y a un rideau de fumée et seulement elle est là. Et du coup, voilà, les seules interactions qu'elle aura, c'est des interactions de peur ou voilà, des réactions vives. Ce sera quelque chose d'agressif à chaque fois. Voilà, elle aura un comportement voilà, un comportement non contrôlé qui la conduira vers les autres en fait. Mais après vous allez me dire, bon, on a vu un plan tout à l'heure où justement Tommy Ross était au premier plan et Carrie au second plan. Là en fait c'est une espèce de split screen arrangé, c'est un plan à double focale, il y a une focale sur le premier plan et une focale sur le second plan. On voit d'ailleurs une petite délimitation de flou entre les deux, ce qui permet de les rajouter dans le même plan, mais ce qui donne... voilà, en même temps ils sont dans le même plan, mais en même temps ils sont séparés. C'est quelque chose d'assez étrange, c'est quelque chose que De Palma utilise énormément dans ses films, comme le split screen d'ailleurs, et les plans séquences. Mais ça on va le voir un peu plus en détail lors du bal de fin d'année. Alors comme je le disais, avant le bal de fin d'année il y a la préparation, et ça va commencer avec les plans où Carrie va se retrouver avec les autres. Alors pas dans le même plan pour le moment, mais à faire la même action. Plus tôt dans le film, en fait, quand on voyait les filles faire du sport, Carrie était à la bibliothèque. C'était un petit peu des petites choses où voilà, ils étaient séparés dans leurs actions et dans ce qu'ils faisaient. Au début du film, quand elle est sous la douche, elle se douche, les autres s'habillent, il y a un décalage, voilà, tout n'est pas pareil. À la fin, pendant que Carrie se prépare, les autres se préparent. C'est-à-dire que tout le monde, elle est devenue la bonne abeille qui va aller au bal de fin d'année pour trouver son Ken. Et voilà, donc Tommy, donc son Ken, va venir la chercher. Ils vont aller au bal et donc voilà. Donc premier plan du bal. Là, celui-ci fait bien évidemment référence au premier plan du film, puisqu'on voit un plan global de tout le monde et puis un espèce de travelling aérien qui va aller rechercher Carrie. Pas la mettre toute seule cette fois, elle va la mettre entourée de gens. Et ça c'est un plan qui témoigne vraiment de l'évolution de Carrie tout au long du film. Puisqu'on a à chaque fois voilà, des plans similaires mais qui n'ont pas du tout la même signification, puisque au tout début c'était l'isoler et là maintenant c'est pour l'intégrer à tout le monde. Donc là le bal de fin d'année se passe, alors on y voit une ambiance un petit peu kitsch avec les étoiles, etc. On retrouve le thème des abeilles, puisque sur les tables sont mis les abeilles. D'ailleurs, là où elle va prendre le billet pour voter pour la reine et le roi du bal, eh ben, c'est une abeille, enfin le bulletin est accroché à une abeille. Voilà, donc elle va ensuite, elle va accepter ensuite de danser avec Tommy. Là, c'est un plan, c'est un des plus beaux plans de Palma du film. C'est un des plans les plus romantiques de De Palma. C'est un seul plan séquence. De Palma fait pas énormément de plans dans ses films. Il est le contraire du montage cut. Et c'est un plan qui tournoie autour de Tommy et Carrie. Et voilà, c'est un plan assez magnifique où voilà, on est perdu. Ils sont plus que tous les deux. On voit plus les autres. On voit les étoiles qui tournent autour. Voilà, c'est un plan entièrement réussi que j'aime beaucoup. Et vient ensuite la suite, c'est-à-dire le vote. Hey, thanks, Bobby. Ballots, can I have your ballot, please? Thanks, Senate. Well, thank you very much, there. Thank you. Thanks there. You're welcome. Thank you. Thank you there. Thanks.
Thank you. Now, Freddie, hurry up, please. I'm coming, dear. Balance. Good, good. Thanks a lot there, Dave. Get all of them? Get them in? They're right in back here. Just start kicking. Yeah? See ya. Good luck. More ballots. Thank you. I have some more ballots for you guys. Thank you. Very That's fantastic. Ladies and gentlemen, I've got the winners. All right. I give you Tommy Ross and Kerry White. Alors là, dans le vote, on a aussi un autre plan séquence qui est assez fort aussi, hein, puisque ça prend à partir du vote. On va avoir Mona qui va prendre les votes de chacun tranquillement, qui va dans le même plan, tout va continuer dans le même plan. D'ailleurs, De Palma est assez astucieux puisqu'il fait passer des gens constamment devant l'image pour donner une espèce de changement de plan. J'ai supposé que c'était pour, au cas où il y ait un loupé ou autre, qu'on puisse reprendre entre deux personnes qui passent, qu'on puisse insérer un autre plan et que voilà. Je pense que ce serait possible, mais encore que je pense que ça se serait vu quand même. Donc du coup, elle passe de table en table, récupérée. Elle voit son copain qui va lui passer les faux bulletins. Elle va faire tomber les vrais bulletins, les passer sous le porche. Il y a toute une espèce de machination, les votes truqués, voilà, qui arrivent. Et on arrive ensuite à la table où elle va remettre les faux bulletins. Puis elle va voir Chris, elle va lui dire que c'est bon. Puis on va voir la corde qui finit sur le seau, et on finit ensuite sur un zoom sur Carrie et Tommy qui sont annoncés vainqueurs. Voilà, c'est un plan vraiment extra, c'est un plan assez hallucinant qui en un seul plan nous explique toute la machination. Et là on est dans un pur suspense hitchcockien. Donc bon, Hitchcock, on peut en dire deux mots, hein. Déjà bon, ce qui se passait avec celle qui a eu le rôle au départ, ça devait être Melanie Griffith, donc, qui est la fille de Tippi Hedren, une des blondes hitchcockiennes, donc, très connue, hein, qui a joué notamment dans Les Oiseaux. C'est finalement ce qui se passait qui a eu le rôle. Bon, ça a été beaucoup de loupés pour De Palma. Il voulait Mélanie Griffith en rôle principal et Bernard Herrmann à la musique, mais Bernard Herrmann est décédé juste à la fin du tournage de Taxi Driver. Je crois même qu'il n'a même pas vu le film fini. Mais bon, étant donné que Carrie s'est fait juste après, voilà. Donc, il n'a pas pu faire la partition musicale. Donc De Palma était voir Pino Donaggio, il lui a demandé de faire une partition très hermannienne. En fait, d'ailleurs, je vais même aller plus loin, très psychosienne, parce que on retrouve le bruit des poignards quand Carrie utilise son pouvoir. D'ailleurs, on va faire un petit aparté, on va s'intéresser peut-être un petit peu plus à Hitchcock, à Brian De Palma, les relations entre De Palma et Hitchcock. Donc on a De Palma, il a eu, on va dire, deux films vraiment où il a eu vraiment une grosse obsession pour Hitchcock. C'était Vertigo, d'ailleurs, il fera deux films qui sont des espèces de remakes, hein, Obsession et Body Double. Et il y a aussi donc Psychose. Et Psychose, voilà, Carrie, il est
des fois considéré comme une espèce de préquel de Psychose. Pas une vraie préquelle, mais en gros, il imagine bien l'enfance de Carrie White, il imagine bien que c'est une enfance qui est assez proche de celle de Norman Bates. Et d'ailleurs, il y a quelques clins d'œil. Hein, on voit notamment que le lycée s'appelle le Bates High School, hein, donc du nom de Norman Bates dans le film de Hitchcock. Et voilà, donc il y a l'espèce de partition musicale. Il y a aussi le fait qu'ils ont tous les deux des passe-temps, qui est pas très similaire, mais qui a quand même des points communs. C'est-à-dire que Norman Bates fait de la taxidermie, c'est-à-dire qu'il met de la peau enfin, il remplit de la peau, en fait, hein, et puis, puisqu'il fait de la taxidermie, donc la peau d'animaux, puis il met de la paille et des choses dedans. Et Carrie, elle, elle construit des habits, en fait, donc elle crée des peaux, quoi, en fait, en gros. Donc c'est quand même un petit peu lié. Bon, j'admets, c'est un tout petit peu tiré par les cheveux, mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même pas mal de liens entre les deux. Voilà, donc c'est un peu ça. Après, voilà, et il y a donc De Palma qui fait énormément de suspense Hitchcockien dans ses films. Et donc là, c'en est un, et on va le voir tout de suite. On l'a vu d'ailleurs, hein, c'était le fameux plan de séquence. Alors, pour dire un petit peu ce qu'est un suspense Hitchcockien, c'est quelque chose simple comme ça. Imaginez, voilà, je vous parle, machin, je vous explique un peu le film, tout ça, puis tout. Voilà, donc là, normalement, vous avez été surpris, vous avez peut-être sursauté, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, oh, dis donc, c'est rude quand même, c'est pas le meilleur présentateur du monde, mais bon, il faut quand même... Et voilà, donc là, vous avez eu en gros 15 secondes de frayeur, voilà, dans le film, enfin dans la vidéo. Donc ça, c'est voilà, c'est un effet de surprise. Et Hitchcock, lui, disait que, par exemple, imaginons que maintenant que quelqu'un ait placé une bombe derrière moi. Voilà, il place sa bombe, il envoie, on voit, il reste tant de temps au compteur, voilà. Et puis moi, je vous parle, et tout d'un coup, eh ben, vous ne réagissez plus de la même manière, puisque vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et c'est ça le suspense Hitchcockien, parce que tout d'un coup, vous êtes actif dans le film, puisque en gros, vous vous dites, mais arrête de parler, regarde derrière toi, il y a une bombe, il y a un truc, mais voilà, mais essaye d'appeler, appelle les flics, machin, casse-toi, éteins la vidéo, barre ton cours, voilà. Mais pendant tout le temps du compte à rebours, vous êtes comme ça, en train de penser au compte à rebours et à penser à ce qui se passe et se dire, mais il y a quelque chose qui est en train de se tramer, mais vas-y, fais quelque chose. Et Hitchcock, c'est ça. C'est le suspense Hitchcockien, voilà, le pur suspense Hitchcockien. C'est des trucs qu'il y a dans L'homme qui en savait trop, par exemple, quand il y a la fameuse scène dans le concert. D'ailleurs, Bernard Herrmann, c'est celui qui faisait le chef musical, mais ça, vous pourrez en savoir un petit peu plus sur Hitchcock, etc., sur l'analyse de séquence de Vertigo. Là, d'ailleurs, on parle de cette séquence-là aussi. Et voilà, donc là on est dans une séquence un petit peu dans le même style, on sait ce qui doit se passer, on a compris comment que ça allait arriver, on a compris que la machination est en place, que c'est des faux bulletins de vote, que Carrie va gagner, que Carrie va se retrouver là et qu'elle va se prendre le seau d'eau sur la tête. Donc la machination est en place et on voit effectivement Carrie et Tommy qui gagnent et qui s'approchent, et donc là on a un moment assez lent de Carrie qui passe à travers des gens, qui va monter sur scène, et voilà, avec une belle musique, entrecoupée de passages avec Chris qui dans la machination, et où tout d'un coup, je trouve que c'est quand même assez fort, parce que tout d'un coup, cette estrade avec voilà, pour les nommer rois et reines, ça ressemble tout d'un coup à un échafaud. Suivant la musique qui passe, la musique qui change, c'est voilà, ils sont en train de monter à l'échafaud et ils vont se faire avoir. Et du coup, on a cette impression de changement, etc. C'est vraiment très fort. Alors pour le ralenti, le ralenti, moi je le mets en parallèle aussi avec une scène du début, c'est la deuxième, c'est quand ils sont quand elle est sous la douche, on a cette espèce de ralenti, moi je vois ça comme une espèce de moment un peu d'extase, elle est sous la douche, elle est toute seule et tranquille, il y a de l'eau chaude, elle se lave tranquillement, et là
voilà, elle est dans un petit moment de bonheur dans sa journée de merde. Et là, en fait, là, elle est dans son énorme moment de bonheur. Donc, on a un moment assez lent. Voilà, elle monte sur scène, etc. Et au même moment, on a Sue qui arrive, qui s'aperçoit du poteau rose. Et on a, voilà, et Chris qui se prépare du truc. Et on a comme ça tout qui se met en place. Et voilà, c'est vraiment c'est un passage voilà, qui se passe de commentaires, puisqu'on est limite là, enfin on vient de passer très rapidement dans un western, puisque on imagine une scène de duel avec Sue d'un côté, Miss Collins, donc la prof de l'autre, Carrie la troisième, qui va dégainer le premier, avec Chris en dessous qui est prête à tirer sur la corde. Et c'est, voilà, et Carrie dégaine, c'est la prof de sport qui la reprend avec elle et qui va la foutre dehors, le tout ralenti avec Carrie. On se dit, mais vas-y, mais regarde au-dessus de toi, t'as un seau au-dessus de toi, et Chris qui finit par tirer, et fond, et ça tombe. Et là, le film change tout d'un coup. C'est comme une chute vertigineuse en fait. On retombe sur Terre à une vitesse mais incroyable. Voilà, tout se passe dehors et tout d'un coup on est tombé droit dans la tête de Carrie. Et là en fait, ce qu'on va voir, on ne sait même pas si c'est trop la réalité en fait. C'est quelque chose qui pourrait très bien être totalement imaginé par Carrie, parce que quand on se tape en fait la honte de sa vie,
je pense que certains d'entre vous l'ont vécu, et ben on fusille tout le monde autour du regard en fait. Sauf que là, Carrie, ça se passe vraiment. C'est-à-dire que là, il y a tout le monde qui en prend pour son grade. Et elle va vraiment, voilà, elle va tuer tout le monde en fait. C'est un vrai carnage. Au début, elle les asperge, ensuite il y a l'électricité, il y a le feu, Tommy est mort, c'est ça qui déclenche un peu tout. On a Carrie qui perd totalement le contrôle d'elle et qui le moindre regard, elle est tellement en colère, Carrie, que voilà, c'est quelque chose, elle ne contrôle plus rien en fait, et c'est ça qui fout les jetons quand même, parce que voilà, et parce qu'elle prend le contrôle de tout, et même de la caméra, parce que là, vous le voyez derrière moi, mais là on est en plein passage de split screen. Alors le split screen, c'est un des types de réalisation de Palma, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire, c'est souvent très utile, il l'a inventé quelques années plus tôt, enfin il l'a inventé, il l'a utilisé pour la première fois quelques années plus tôt pour une captation théâtrale, Dionysos, qui est, voilà, c'était en fait une pièce de théâtre où il y avait du spectacle sur scène et dans la salle parce que les gens allaient dans la salle. Et donc lui s'est dit que plutôt que de faire un montage alterné, il allait montrer les deux côtés voilà, pour avoir tout qui se passe en même temps. Et en fait, c'est à nous, public, de faire notre montage mental en regardant à droite, à gauche, en fait. Et c'est suivant notre envie. Alors voilà. Donc là, il l'a utilisé aussi, donc le split screen sur sur ce film-là, sur Carrie. Et bon, alors De Palma a dit plus tard qu'il n'était pas hyper fier de son split screen. Il trouvait que le split screen ça allait pas au montage cut. Alors moi je suis pas totalement de son avis pour ce film-là. Pour d'autres films, c'est d'accord, mais pour ce film-là, je suis pas de son avis parce que Carrie a pris le contrôle de tout, même de la caméra. C'est-à-dire que normalement, le split screen arrive, on est censé, voilà, en gros, inconsciemment, on est censé partir dans un montage, on se dit, c'est bon, montage, on est dans un montage split screen, on regarde à droite, à gauche, comme on veut. Seulement, l'image change tellement souvent, suivant les regards de Carrie, parce qu'elle va regarder à droite, à gauche, il y a même l'image de Carrie qui va bouger sur l'écran, et ben notre œil est attiré constamment vers ce que Carrie veut nous montrer, en fait. Et du coup, voilà, tous les passages de split screen, c'est Carrie qui a pris le contrôle et qui prend notre contrôle à nous. Et ce qui est encore plus effrayant parce que son pouvoir dépasse le cadre du film. En fait. Et je trouve que c'est vraiment un passage qui est très très fort dans ce film. Voilà, donc c'est vraiment, voilà. Donc, pour moi, Carrie, bon, c'est un chef-d'œuvre, c'est un des plus grands films de De Palma, c'est un de ses plus gros succès, c'est un film encore les plus regardés à Halloween. Voilà, donc ensuite, notamment grâce à cette scène, et on a ensuite le final où elle rentre chez elle et où elle va trouver sa mère. Alors, bon, avant de quitter le bal ensanglanté, on va encore dire une petite chose, hein, parce que, bon, sur ces images-là, moi, Carrie, elle m'évoque une chose, elle m'évoque Nosferatu. Alors, un peu dans sa posture, avec ses mains, la façon de se tenir, voilà, on s'aperçoit qu'elle a un physique très proche de Nosferatu. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'anodin ou quelque chose de totalement inconscient de la part de De Palma. Je pense que le mythe du vampire plane totalement sur toute la durée du film. En fait. Puisque, en fait, bon, comme on le sait, tous les problèmes viennent du sang. Hein. Donc c'est le sang des règles au début du film, le sang filial, hein, voilà, la mère par rapport à la fille, ce mal-être qu'il y a, le sang de cochon qu'elle vient de se recevoir en pleine figure. Voilà, il y a quand même une approche du sang voilà, qui est très présent dans le mythe du vampire, il faut dire ce qu'il y a. Hein, c'est un des points de départ du mythe du vampire, c'est qu'il y a le sang. Il y a aussi la religion, hein, voilà, ce côté ultra religieux, voilà, ça se rapproche du mythe du vampire, même si là on est censé être de l'autre côté, hein, du miroir. Il y a aussi l'espèce d'attraction que Carrie provoque chez les autres. Alors on l'a chez Tommy Ross, hein, qui va tomber amoureux d'elle. Et on l'a aussi sur Chris parce que on se demande pourquoi Chris est aussi hard avec elle en fait. Parce qu'elle est tout du long, même quand elle est en voiture avec Billy,
le seul mot qu'elle a à la bouche, c'est qu'elle déteste Carrie, quoi, en fait. Alors qu'elle est censée penser à autre chose à un moment pareil, je veux dire. Mais voilà, elle a une espèce de surobsession pour Carrie. Et voilà, c'est ce qui fait... c'est un peu l'attraction qu'a le vampire sur les gens, quoi, en fait. Et donc du coup, le mythe du vampire est très présent. Et on va dire que la mère de Carrie, parce que Carrie voilà, sort du bal et elle retourne chez sa mère, et la mère de Carrie va jouer une espèce de rôle de Van Helsing ou de prêtre qui va brûler les sorcières de Salem. Enfin, voilà, la religion qui va se battre contre le vampire ou contre la sorcière. Et donc voilà, donc elle rentre chez elle, la mère va expier ses péchés, elle va se confesser à Carrie. Hein, elle va dire voilà tout ce qui s'est passé de mal, tout ce qu'elle avait au fond d'elle, histoire d'être pure pour pouvoir tuer Carrie, ce qu'elle va essayer de faire. Et Carrie va se défendre, et là, voilà, elle va lui envoyer des couteaux par télékinésie sur le corps. Ces couteaux ressemblent étrangement aux blessures qu'a le crucifix montrant Saint-Sébastien avec les différents flèches qui lui avaient été plantées. Et donc on a le corps de la mère de Margaret White qui devient la même chose que le crucifix qu'il y a dans le petit KGB, dans la mini-chapelle de la maison. Donc, et lorsque sa mère meurt, elle a une espèce de râle de jouissance. En fait, si on ferme les yeux à ce moment-là, si on éteint la lumière, et on écoute juste la fin, bah voilà, c'est un moment, c'est pour elle, voilà, ça y est, c'est en fait le bonheur pour elle. Elle a fait, voilà, c'est une martyre en fait. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour tuer la bête, et voilà. Donc c'est un peu, et voilà, et le film va se finir avec Carrie qui emmène sa mère dans la toute petite chapelle, qui vont aller au tréfonds du Ça, qui va aller dans la cave de la maison de la famille Bates, hein, en gros, hein, qui va se faire fermer complètement sur eux-mêmes, et donc la maison va se détruire. Carrie de 1976, et donc bien évidemment Hollywood étant ce qu'il est, voilà, Carrie, Hollywood n'en aura pas fini avec Carrie. Voilà, donc tout d'abord en 1999, les studios sont amusés à ressortir Carrie de la tombe, enfin pas vraiment, hein, puisqu'ils vont lui inventer une demi-sœur, Rachel. On est en pleine période post-crime, on a Halloween 20 ans après qui vient de ressortir, les films d'horreur ont de nouveau le vent en poupe, donc ils cherchent absolument une franchise à relancer. Bon, Carrie était lancée, allez, hop, on y va, ils ont lancé voilà, une nouvelle Carrie. Donc la nouvelle Carrie s'appelle Rachel. C'est plus la fille détestée des autres, c'est la gothique un peu du lycée. Voilà, sa meilleure pote se suicide. En fait c'est à cause d'un des membres de l'équipe de football, et donc Carrie a la preuve en gros que c'est l'un des membres de l'équipe de football, et ils vont la faire chier jusqu'à ce que ça explose, quoi, en fait.
Donc bon, c'est un film qui est sur c'est un film qui est sur la virginité. Alors, on se souvient un peu une des règles dans Scream, c'était il fallait rester vierge si on voulait survivre. Donc là, il y a toujours une approche un petit peu de la sexualité dans le film. Hein. C'est la cause de la mort de sa meilleure amie. Et dans le film, les joueurs de l'équipe de football, en fait, ils couchent avec le plus de filles possible et ils leur mettent des notes. Ce qui n'est pas très classe. Et voilà, donc du coup, voilà, sa meilleure amie fait partie de ça, et donc elle, voilà, elle essaie de vivre malgré ça, mais elle n'en veut pas forcément à l'équipe de football, mais l'équipe de football, eux, voilà, ils vont faire tout pour la faire chier, donc faire des passages qui vont ressembler un petit peu à Scream. Il y a le final qui va ressembler. Alors il n'y aura pas de saut de sang, il y a juste la vidéo de elle couchant avec un des membres de l'équipe de football, en fait, qui est un petit peu le gentil garçon de l'histoire, quoi, le Tommy Ross de notre histoire. Il y aura une autre adaptation aussi en 2002. Donc là, c'est une nouvelle adaptation du film, hein, c'est pas une suite. Donc c'est avec Angela Bettis dans le rôle de Carrie. Donc Angela Bettis, on la connaît beaucoup pour sa participation au film de Luc Montsi, hein, que ce soit The Man, que ce soit May, par exemple. Donc là, on a une structure qui est nettement plus proche du livre, en fait, hein, puisque le film voilà, va être... on va avoir l'histoire de Carrie et entrecoupé d'un interrogatoire, notamment énormément de Sue Snell et de quelques autres camarades de classe, et ça va prendre un peu les traits un peu plus d'une enquête policière, en fait. On est plus dans un film qui pourrait rappeler un petit peu voilà, les experts et autres, sans les effets pour les meurtres, etc. Mais ça va être au niveau voilà, des interrogatoires qui sont tout le long du film, en fait, avec des passages où il y a les changements. Et puis voilà, donc c'est un film qui est plus proche du livre, mais qui ne marche pas forcément mieux au cinéma. Et donc, la dernière adaptation en date, hein, c'est Carrie de Kimberly Peirce, une nouvelle encore adaptation du livre, cette fois-ci qui va, comme De Palma, suivre l'histoire de manière linéaire. Voilà, donc on va s'intéresser un petit peu plus à cette adaptation-là, c'est la plus récente, je pense que c'est celle qui a le plus de gens qui l'ont vue. Donc d'abord, la scène d'ouverture, la première scène où on voit Carrie. Alors, il y a une scène d'ouverture où on nous montre que la mère de Carrie est en train d'accoucher, et elle va essayer de tuer Carrie à la naissance. Alors, ça va être un des thèmes du film. Disons que là, la religion est beaucoup moins importante que dans le film de De Palma et que dans l'œuvre de Stephen King. Là, c'est clairement mis au second plan. Ce qui va être mis au premier plan, ça va être plus l'éducation. Par exemple, on va avoir d'un côté Carrie, la fille dont l'éducation est assez dure. Elle a pas trop de notion elle peut pas avoir trop de notion du bien et du mal parce que sa mère a complètement perdu la raison. On nous le montre au tout début du film avec cet accouchement et puis elle qui essaie de tuer son gamin. On nous montre tout le long du film, on nous le survend en nous disant que voilà, Julianne Moore nous montre toutes les 5 minutes que soit elle a des scarifications un peu partout sur le corps, elle se gratte, elle se tape la tête contre les murs. Elle est un petit peu comme... Voilà, c'est un caractère qu'on peut juger comme étant très légèrement exagéré. Très légèrement, c'est peut-être pas le mot. Et voilà, et donc on va voir Carrie qui est une fille qui a vécu un peu dans cet univers-là depuis toute petite. On va voir de l'autre côté Chris qui, elle, son père est totalement laxiste. Tant qu'elle peut ne pas le faire chier, il fait tout ce qu'elle veut. Et donc on va le voir au milieu du film quand son père va demander au proviseur de quand même laisser aller Chris au bal de fin d'année. Et puis voilà, qui va essayer de tout faire pour en finir le plus rapidement possible avec l'interrogatoire. D'ailleurs, Chris se fera quand même avoir à cause d'un des autres thèmes du film. Mais voilà, elle va quand même se faire avoir. Bon, bref. Et puis on va avoir donc le personnage de Sue qui est en gros la fille bien élevée.
Alors, bon, alors je dis ça, elle est traitée différemment que par rapport au film de Palma, parce que, par exemple, Amy Irving, elle, bon, elle balançait des tampons aussi sur Carrie, et quand la prof de sport arrive, c'est la prof de sport qui la remet sur le droit chemin, qui lui dit non mais ça va pas, non, regarde là, elle est effrayée. Alors que là, dans le film là, elle lui tend le tampon, bon, voilà, et quand elle voit qu'elle a peur, hop, elle arrête, elle a tout de suite la conscience en fait du mal qui est en train de se passer. Et donc du coup, voilà, c'est un peu la fille bien élevée, c'est d'ailleurs voilà, celle qui sera vue de manière la plus positive dans le film. On n'a pas un seul doute sur le fait que ce soit une fille bien. Voilà, donc suite à cet accouchement un petit peu rude de la mère de Carrie, on va se retrouver à la piscine. Alors là, on n'est plus au volet, on est à la piscine et on est dans l'eau. Alors moi au début, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on a ce plan dans l'eau. Ça évoque pas grand-chose, hein. Bon, moi j'y ai vu le fait qu'on voit toutes les filles qui gambadent à droite à gauche et on voit Carrie qui est immobile. Et je pense que ça peut être une façon de voir un petit peu un peu l'éducation, ce qu'elle a le droit de faire et pas le droit de faire. Les autres ont le droit quand même de gambader et elle, vraiment rien. En fait, elle ne peut pas bouger en fait. Elle est complètement coincée dans un coin. En fait, le moindre pet de travers, sa mère lui tombe dessus. Bon, ça fonctionne pas super bien dans le film, faut dire ce qui est, mais voilà, je pense que l'intention était là quand même. Donc on va avoir donc ce départ immobile qui va contraster avec la fin, avec le bal de fin d'année où cette fois-ci c'est elle qui va agir en fait. C'est-à-dire que l'évolution va être montrée comme ça, d'une fille qui est totalement immobile, qui peut presque pas bouger, à la fille qui va lever des choses avec les mains. Voilà, donc ça c'est un des thèmes du film. L'autre thème du film, bon, alors au tout départ, si on a donné la réalisation à Kimberly Peirce, c'était pour faire de Carrie, de raconter l'histoire aujourd'hui en fait, avec la jeunesse d'aujourd'hui. Alors on sent bien qu'elle a essayé, hein, les scénaristes aussi, hein, c'est des scénaristes qui sont des scénaristes de série au tout départ, et qui ont fait, voilà, par exemple la série Glee par exemple, bon, qui est un peu sur une espèce de jeunesse américaine. J'ai pas vu, hein, donc je peux pas trop dire si c'est bien ou pas, mais disons que voilà, c'est vendu un peu comme ça. Donc du coup, voilà, donc ils sont partis un petit peu là-dedans. Donc étant donné qu'on est en 2013, peut-être 2012 quand ils font le film, bien sûr les smartphones, il y en a partout. Donc ce que va faire Chris, quand il y a le truc, c'est que Chris va filmer. Donc Chris va la mettre sur le net plus tard. Que ce sera la cause pour laquelle Chris ne peut pas aller au bal de fin d'année, parce qu'en fait, il y a encore la vidéo sur son portable. Voilà. Donc ça, c'est un des autres. On va dire que c'est en toile de fond, on a un petit peu ça, et on a donc ce bal de fin d'année avec Carrie qui va agir sur les choses et non se laisser aller. Perdre la raison en fait. Donc le bal de fin d'année se passe globalement comme dans le film de De Palma. Hein. On a quelques différences quand même. On a un montage alterné entre Chris et Carrie, qui plutôt qu'entre Carrie et ses autres camarades qui vont se préparer pour le bal. Là, c'est Chris, en gros, se prépare pour le bal, pour sa mauvaise blague, pour son acte criminel, comme dirait Billy. Et Carrie se prépare pour le bal avec voilà, sa belle robe, son beau truc. Voilà. Donc ils vont au bal de fin d'année. Donc après, le bal de fin d'année va se passer globalement comme la version de De Palma, avec donc le vote truqué, la danse, voilà, Carrie qui gagne, la prof de sport qui donne un petit peu, voilà, qui lui pose un petit peu, tout ça. Carrie gagne, elle se tombe dessus, et donc du coup, là on a Chris qui va actionner le mécanisme pour faire tomber le faute. Alors là, je suis désolé, mais là ça passe pas. Là, je peux pas rien dire là-dessus. Je veux dire une poulie, quoi. Une poulie. C'est-à-dire que, dans la version de De Palma, ils avaient posé le truc sur une traverse hein, du truc. Ils ont posé le seau, puis ils tirent avec une corde, le seau tombe. C'est un truc basique. Hein. Là, Billy, c'est fort, attention. Billy, mais construit un système de poulie pour maintenir le seau droit en l'air. Donc
Je rappelle quand même que la poulie est censée être attachée sur une traverse, hein. Donc il n'a pas pensé à mettre juste le seau sur la traverse, non, il met sur une poulie. Au-dessus de la scène, hein, bien entendu, avec le reste du truc, comme ça. La poulie, il y a la corde qui tient sur la poulie, hein, qui tient le seau droit en sustentation, mais bien sûr. Et on a de l'autre côté Chris qui est chargé de tirer. Chris et Billy qui se trouvent où? Au-dessus de la scène. C'est-à-dire qu'en gros, le seau est à 2-3 mètres devant, comme ça, puis ils sont avec leur truc au-dessus de la scène, c'est-à-dire que, voilà, pour Chris, pour Billy qui sort des trucs du style c'est un acte criminel, faut pas qu'on se fasse choper, c'est quand même une moyen de se faire choper, c'est de se mettre à l'endroit juste à côté de là où se trouve le sang qui va tomber, et de regarder un petit peu en l'air, et c'est bon, hein, ils sont chopés. Mais bon, ça, les scénaristes ne l'ont pas vu, ou voilà, le pire ne l'a pas vu. Les acteurs non plus, personne n'a rien vu. Voilà. Donc elle tire bien évidemment, la corde va se bloquer. Alors là c'est un essai de suspense, va-t-elle réussir à faire tomber le seau ou non, hein, va-t-elle réussir avec les astuces, avec Carrie pleine de sang, va-t-elle réussir? On n'est plus dans le western comme dans Carrie où il va y avoir un espèce de soubresaut, on va se dire ça va peut-être marcher. Là, alors là, rien du tout. Il a déjà l'histoire de la poulie, mais on croirait une référence à Bip Bip et Coyote. C'est vrai quoi. Il n'y a que Coyote qui aurait une idée pareille pour choper Bip Bip. Mais bon, bref, elle aurait très bien pu prendre. Enfin, ce que je pense juste, c'est que là où elle est, Chris, elle aurait très bien pu prendre le seau et puis juste le balancer comme ça. Ça aurait fait la même chose. Mais là, bon, c'est un système de poulie. Bon. Voilà, donc du coup, bon, c'est. Mais ça, de toute façon, les incohérences, il y en a pas mal dans le film. Je peux pas passer à côté parce que c'est trop énorme. C'est trop énorme. On a par exemple, voilà, alors, donc Carrie qui a chopé d'autres pouvoirs que la télékinésie. Là, il y a plus, on cause même plus de télékinésie à ce niveau-là, hein, puisque elle arrive à souder. Elle soude des trucs à distance. Donc au moins, elle aura un métier à faire si jamais elle ne réussit pas ses études, hein, elle peut faire soudeuse. Elle arrive à souder le petit loquet de la porte du KGB. Là c'est assez incroyable. Bon voilà, mais bon ça gêne personne. Hein, Tommy il va la chercher en limousine rallongée, hein, quand le Tommy de Brian De Palma, il allait la chercher avec la hauteur de son père, je pense que beaucoup font. Donc visiblement, au moment où ils arrivent au bal, visiblement ils sont plusieurs, hein, à emmener leur copine en limousine rallongée. J'ai la sensation que c'est un petit peu, voilà, c'est un peu le festival de Cannes, hein, voilà, et toutes les limousines arrivent les unes après les autres. Pourtant, Billy et Chris, quand ils se barrent, ils sont coincés au milieu de voitures. Ils sont arrivés presque à la fin du bal, puisqu'ils sont arrivés au moment du vol. Tout le monde était censé être au bal. Ils sont arrivés après, et après ils peuvent encore pas se barrer parce qu'il y a des voitures tout autour d'eux. C'est quoi ce bordel? Qui a déplacé les voitures? Bon. Voilà, donc là ça fait partie de toutes les incohérences du film. Bon, il y en aurait d'autres, hein, je passe vite fait dessus parce que bon, voilà, fallait quand même que je les dise. Donc voilà, donc Carrie va se choper le seau de sang. Là cette fois-ci, comme j'ai dit un peu plus tôt, elle va agir, c'est-à-dire qu'elle n'est plus prise d'un accès de folie, elle le fait consciemment en fait. Elle se met à tuer des gens. Enfin, elle tue les coupables. Hein, parce que tout le monde est encore en vie à la fin, sauf les deux jumelles qui étaient dans le coup, sauf voilà, les deux trois qui ont participé à divulguer le corps ou autre. Donc, elle tue pas n'importe qui en fait. C'est pas une folie meurtrière, elle n'a pas l'impression que tout le monde lui en veut ou que tout le monde se fait taper. Elle zigouille en fait, elle zigouille uniquement les coupables. On est en 2013. Voilà. Et donc, voilà, et donc même quand elle va prendre Madame Miss de Jardin, elle va... Eh ben, je crois qu'on a une explication du film, hein, puisque, voilà, je pense que j'ai étudié. Regardez ça. Oui, donc Carrie est un Jedi passé du côté obscur de la Force. Et oui, voilà. Bon, pour être un peu plus sérieux, le film, il y avait une possibilité pour qu'il soit réussi.
il y avait une possibilité pour qu'il y ait des possibilités. Par exemple, voilà, le fait qu'elle est filmée, enfin je veux dire, on a la sensation que c'est des verrues qui se sont mis. En fait, je pense que le film Carrie se retrouve avec toutes les verrues d'un film blockbuster de 2013 en fait. Parce que, bon, là en 2013 on a une énorme influence des séries. Bon, les scénaristes là sont des scénaristes de séries, mais bon, on a dans pas mal de films, pas mal de blockbusters, ce sont des scénaristes de séries, des réalisateurs de séries qui s'y mettent. C'est pas forcément un mal, hein. Je critique pas trop les séries, c'est juste que la structure d'une série et la structure d'un film ne sont pas pareilles. La structure d'un film, c'est on va d'un point A à un point B, on nous raconte une histoire qui est censée, voilà, on a une problématique au début, on règle les problématiques à la fin. C'est un peu le principe du film. Il y a un début, il y a une fin, il y a un voyage entre les deux qui peut aller d'un point A à un point B. C'est l'histoire d'une transition, la fille devient femme, etc. Là, l'histoire, ça aurait pu être Carrie, qui était totalement immobile au début, se met à agir à la fin, c'est-à-dire qu'elle prend le contrôle de sa vie. Ça pourrait être ça, hein, ça pourrait être ça. Là, le problème, c'est que dans une série, une structure de série, c'est pas pareil. Une structure de série, c'est, bon, il faut raconter une histoire. Voilà, au début de la série, le héros, sa femme et sa fille, il faut qu'au bout d'un moment, on ait trouvé le meurtrier. Voilà, et puis, mais entre les deux, il y a 5 saisons. Donc, on va faire avancer un petit peu l'intrigue de temps en temps, et on va surtout voilà, développer les autres personnages, en fait. Développer des sous-intrigues. C'est un peu le principe d'une série. On va développer toutes les sous-intrigues, ce qui fait que les seconds, troisième rôles, eh ben, voilà, ils vont avoir genre une petite histoire d'amour, il va y avoir machin qui va vivre ça, puis voilà, il y a un petit peu, voilà, et puis il va y avoir des histoires qui n'ont aucun impact sur la série, hein, c'est les phénomènes, l'enquête de la semaine dans les films policiers, enfin dans les séries policières par exemple, voilà, où à la fin, bon, on a juste résolu l'enquête. Le principe d'une série, c'est ça. Le problème, c'est que quand c'est appliqué dans un film, ça fonctionne pas. Dans Carrie, par exemple, eh ben, la scène d'ouverture, elle sert à rien. On a la mère de Carrie qui accouche de Carrie, qui essaie de la tuer. Ça fait pas avancer le schmilblick. On apprend que la mère de Carrie est un peu cinglée, mais bon, on leur a appris tout le film. Pareil, plus tard, quand on voit la mère de Carrie se balader avec un couteau de cuisine et aller voir sa fille en train de dormir, tu te dis, il y a un petit problème. Ça fait même pas avancer, puisque quelle sera la finalité de la scène? Bon, si, on va montrer un petit peu le pouvoir de Carrie qui va faire tomber le couteau. C'est un peu mince. Alors après, on va me dire, oui, mais c'est pour montrer que la mère, elle est toujours à deux doigts de vouloir tuer sa fille, mais quel intérêt? Quel intérêt? Il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est pourquoi? C'est pour justifier le fait qu'elle va essayer de la tuer à la fin. De Palma l'a fait en 76 et c'est tout à fait justifié. Un autre ajout que je trouve aberrant, c'est le père de Chris qui va dans le bureau du directeur pour aller dire à Chris, que Chris, il faut qu'elle aille au bal. Et là, en fait, bon, bah, au début, elle peut pas aller au bal. Il arrive, il y a toute la scène devant, et à la fin, bah, elle peut pas aller au bal. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça change? Quel est l'intérêt d'avoir mis cette scène-là? Aucun. Le fait de montrer le père de Chris pour montrer que bon, il est un peu laxiste, il laisse faire un petit peu les choses, mais on l'aurait pas montré du tout, on l'aurait montré comme un père pas présent, et donc du coup, la finalité aurait été la même. Et ben, tout au long de Carrie, c'est un peu ça en fait. On va montrer un petit peu ça. Un autre problème, hein, c'est la surenchère d'effets spéciaux. Donc là, on l'a vu avec la scène voilà, où elle s'énerve avec plein de sang. Le sang se met à se dresser sur elle. C'est un petit peu... Enfin, voilà, quoi. C'est... quel intérêt? Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est une surenchère un peu d'effets spéciaux pour justifier un petit peu le budget, pour rendre le truc plus graphique. Mais je pense que dans un film, on ne recherche pas ça, franchement le graphisme. On peut rechercher une belle scène bien graphique avec des effets spéciaux de tout. Mais ce qu'on recherche au tout départ au cinéma, pour cette substance, c'est on recherche des émotions et on voit une cinématique de jeux vidéo parce qu'on voit du sang qui se met à s'envoler, c'est beau, mais ça sert à rien. Voilà. Et donc c'est un des problèmes de Carrie, c'est un film de 2013 en fait, dans tous ses défauts. Et une des parts qui aurait pu être intelligemment apportée, c'était le fait que Chris filme
au tout départ, Carrie en train de se prendre des tampons en pleine figure. Là, en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est pourquoi est-ce qu'elle attend le soir pour le mettre sur Internet? Parce que, enfin, c'est une idée comme ça, hein, mais le fait que, là, aujourd'hui, enfin, je pense que vous prenez votre smartphone, vous avez filmé un truc, vous avez vous pouvez très facilement, depuis le smartphone, envoyer la vidéo sur YouTube. Et de telle sorte que 10 minutes plus tard, toutes les personnes du collège soient au courant. Là, en fait, le souci, c'est qu'elle le fait que le soir, donc du coup, c'est un acte vraiment délibéré, tandis qu'elle l'aurait fait juste après que Carrie reçoive, ça aurait été un acte irréfléchi, en fait. Là, elle est un peu cucu, hop, elle se dit, ah, c'est drôle, c'est le moment. Là, en gros, c'est le truc, ça lui a fait sa journée, c'est un petit peu exagéré. Et du coup, voilà, on comprend pas qu'elle le mette sur le net, en fait, à ce moment-là. On le comprendrait à la sortie. Mais le soir, non, moi je comprends pas. C'est toutes des petites choses comme ça. C'est des petits trucs qui font que, à certains moments, on a l'impression que les scénaristes se sont dit, ah merde, oui, c'est 2013, bon, les gens sont tous sur leur smartphone, on va utiliser ça. Voilà, c'est un peu, en gros, là, le smartphone, il sert qu'à 2-3 trucs. Hein. C'est la célèbre scène qui a été vue et revue, voilà, par exemple, dans American Pie, voilà, quand il y a eu la scène avec Jason Biggs et puis la fille qui, voilà, où il n'a pas réussi, puis où le lendemain il revient au lycée et tout le monde a vu la vidéo sur le net. Bah là c'est la même chose, là, on a le même plan où Carrie revient puis tout le monde la regarde en se marrant. C'est un petit peu, ça fonctionne pas. Et la deuxième raison pour laquelle il y a le truc, c'est justement cette scène où il y a le père qui sert à rien. Donc du coup ça sert absolument à rien. Si, et puis à la fin où en plus d'avoir reçu le saut de sang, il placarde la vidéo sur le... Bon, c'est pas utile, franchement c'était pas utile. Donc il y aurait pu y avoir quelque chose à creuser à ce niveau-là, au niveau de l'hyperconnectivité en fait. C'est un peu ça qui manque dans le film, c'est que les gens enfin, elle n'est pas hyper connectée en fait. C'est un petit peu dommage. Et je trouve que voilà, pour moi c'est le gros défaut de Carrie 2013, c'est qu'il loupe son sujet sur la jeunesse de 2013 et il y intègre tous les défauts du cinéma actuel. Enfin, je ne dis pas de tous les films, je généralise pas, c'est juste certains films voilà, où les ficelles sont beaucoup trop grosses. Et là, voilà, là ça fonctionne pas. Et cette histoire de poulie et de système, c'est amplement ça, c'est que on sent bien que voilà, on sent bien que là c'est limite une référence à Saw. Je veux dire, à Saw, c'est quand même un gars qui a un cancer, qui est je crois en phase terminale d'un cancer, et il arrive à faire des pièges en bière-lificotés pour mettre des gens dans des trucs pour qu'ils puissent s'en sortir, pour qu'ils limite ils meurent. Donc du coup on est dans un truc, on a un peu une espèce d'incohérence comme ça qui je trouve que ça fonctionne pas. Ça ne marche pas dans un film comme ça, dans un film qui se veut réaliste. Et donc voilà. Et donc pour moi, voilà, Carrie 2013, il est vraiment, bon, il est loupé à ce niveau-là. Je voulais pas faire une critique, mais je suis quand même obligé de la faire. Voilà, je l'ai vu, j'ai essayé de le voir plusieurs fois, j'ai essayé de vraiment l'étudier pour pouvoir faire une analyse et vraiment comprendre ce qu'a voulu faire Kimberly Peirce. Et je pense que les intentions pouvaient être louables, hein, puisque voilà, mais ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà. Alors voilà, j'en ai fini avec Carrie. J'espère que l'émission vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie de revoir Carrie, au moins la version de 76, hein, les autres si vous en avez envie, mais je vous conseille vraiment la version de 76 qui est un véritable chef-d'œuvre, je le répète. Voilà, donc vous pouvez toujours laisser des commentaires en bas pour revenir sur le film. J'ai pas tout dit sur le film, je pense qu'il y aura encore beaucoup à dire. Je pense que voilà, on pourrait même rajouter l'influence du film de Zapruder, puisque c'était une grande influence dans la vie de Palma, hein, puisque ça lui a donné une toute autre lumière sur le meurtre qu'il y a eu à Dallas de JFK. D'ailleurs, certains sont revenus sur Internet, je vous invite à aller chercher, sont amusés à faire des parallèles entre l'assassinat de JFK et le film Carrie, puisque voilà, il disait que en gros Tommy Ross était une sorte de Lee Harvey Oswald qui était en gros une partie de la machination, mais qui était une partie un peu ambiguë, on ne sait pas vraiment son rôle dedans. Et voilà, et donc, et sachant que le film Zapruder a énormément marqué De Palma, puisque ça va être le point de départ de Blowout, hein, avec Travolta, puisque en fait quand
quand il a vu le film de Zapruder, il s'était dit que les personnes qui sont en face, qui prennent des photos, il y avait forcément d'autres personnes à d'autres endroits qui avaient le contre-champ et qui auraient pu voir qui était vraiment le tueur de JFK. Et du coup, voilà, ça lui a donné l'idée justement voilà, dans Blowout de cette fameuse scène avec Travolta qui a pris des coupures de journaux avec les photos là, de la voiture hein, qui part dans le truc. Et donc il arrive à reconstituer avec le son et les photos le crime qu'il y a eu ce soir-là dans le film. Et donc du coup, voilà, donc, on aurait pu aussi aborder Carrie sous cet angle-là, excusez-moi. Mais bon, voilà, peut-être lors d'une prochaine émission ou lors d'une analyse de séquence, sait-on jamais. Et voilà, donc je vous invite quand même à laisser des commentaires, à mettre un j'aime, hein, ça coûte rien, à partager, et puis voilà, revoir le film. Et puis voilà, et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle trouille culte. Cette fois-ci sur Prince des Ténèbres de Carpenter, puisque comme l'a suggéré Sinfice dans les commentaires de la précédente émission, voilà, il m'a suggéré ce film-là, donc je pense que voilà, on va attaquer sur ce film-là. Donc si vous avez des idées pour les prochaines trouilles cultes, eh ben, n'hésitez pas, mettez un commentaire et voilà, proposez. Voilà, donc la prochaine fois, Prince des Ténèbres, l'un des films cultes de Carpenter, pas l'un de ses plus connus, mais bon, voilà, qui est assez important dans sa filmographie. Voilà, donc, eh bien, au revoir, à bientôt, regardez des films, beaucoup ceux de Palma, et à bientôt.